Comment vivent les personnes vivant avec le VIH? Entretien aujourd'hui avec Bruno Spir, directeur de la recherche à l'INSERM, pour décortiquer les premiers résultats de l'enquête VESPA 3. Comment vivent-ils les personnes vivant avec le VIH? Arrivée à sa troisième édition, l'enquête VESPA a été menée sur 3000 personnes résidant en métropole, suivies à l'hôpital. Donc moi, je m'appelle Bruno Spir, je suis directeur de recherche à l'INSERM, où je fais de la recherche en santé publique sur le VIH. Et la caractéristique de mes recherches, c'est que ce sont des recherches qui sont centrées sur les personnes séroconcernées, donc soit vivant avec le VIH, soit exposées particulièrement au VIH dans les populations clés. Et je fais la plupart de mes recherches en collaboration avec les associations de lutte contre le VIH. Et ça fait des années que je fais ça. J'ai commencé ma carrière comme virologiste, mais j'ai progressivement et je me suis plutôt dirigé vers les sciences sociales appliquées à la santé publique et maintenant de façon beaucoup plus participative. Alors, je suis également militant associatif, ce qui explique un peu mon parcours. Je suis moi-même porteur du VIH et donc toutes mes recherches sont dans un but de transformation sociale et d'essayer d'étayer par des faits ce que nous constatons sur le terrain au niveau des associations. Et du coup, aujourd'hui, je t'appelle pour cette enquête qui est arrivée à sa troisième édition, VESPA. Je te laisse nous la présenter, mais surtout, d'abord, est-ce que tu peux nous faire un peu une historique des trois enquêtes? Pourquoi une troisième? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, en fait, les enquêtes VESPA, ce sont des enquêtes que l'on fait une année donnée sur une base représentative, et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit uniquement les gens qui ont envie de répondre. Donc on tire au sort les hôpitaux, on tire au sort les médecins et on tire au sort les patients des médecins, de manière à avoir une sorte que ce soit au hasard, le plus au hasard possible, pour qu'on ait une base représentative. On a fait ces enquêtes, ça prend beaucoup de temps de faire ces enquêtes, c'est très lourd, ça prend une année de collecte de données et après beaucoup de temps de travail d'analyse, donc on ne fait pas ça tout le temps. On en a fait une, la première c'était en 2003, au moment où les multithérapies venaient d'arriver, il n'y a pas si longtemps que ça, on commençait à voir l'effet des premiers traitements. La deuxième enquête c'était en 2011. Et là, en fait, on avait déjà le traitement instauré dans le paysage, mais on commençait à voir tous les débats autour des comportements des personnes séropositives face, est-ce qu'il y a toujours risque? Il y avait tout le débat sur le risque de transmission des personnes vivant avec, et c'était pas encore tranché. Et alors, pourquoi on refait encore maintenant? On a refait en 2023 la troisième édition, parce que là, on a des traitements beaucoup plus légers qu'en 2011. On a les anti-intégrases qui sont bien répandus, donc en principe moins d'effets indésirables. Donc on pense que niveau santé, ça va aller mieux. Est-ce que au niveau du TASP, de la PrEP, de la diversité de la prévention, est-ce que finalement les relations avec les autres pour trouver un partenaire, pour avoir une vie affective, est-ce que ça s'est amélioré par rapport à 2011? C'est ça qu'on aimerait aussi voir. Et puis, on a aussi le vieillissement de la population vivant avec le VIH. Et on veut essayer d'appréhender un peu comment est ce vieillissement. Et puis enfin, on a des systèmes de santé qui sont malmenés. Il y a eu le Covid depuis. On pense aussi que le Covid a pu un peu détruire en partie le système de santé. Est-ce que ça a des répercussions sur les personnes vivant avec le VIH? Ça fait partie aussi des questions qu'on veut regarder. Oui, on va rentrer justement tout à l'heure dans les détails un peu de ce qu'on peut dire maintenant, parce que pas tout était déjà étudié et poussé de cette enquête. On Ah n'a pas non, tous pour les le deux. moment, il faut savoir qu'une enquête comme ça, c'est d'abord un an de collecte. Une fois qu'on a, enfin, c'est d'abord même un an de préparation, avec toutes les démarches réglementaires qui sont de pire en pire. Après, il y a un an de collecte de données. Une fois qu'on a la collecte des données, il y a un an de nettoyage de bases de données qui sont très complexes. Et après, on commence, une fois que la base de données est à peu près nettoyée, on peut sortir les premiers résultats. C'est ce qu'on a actuellement. Donc, on a simplement
des fréquences en pourcentage par rapport aux questions qu'on a posées. Et à partir de là, on va se poser des questions de recherche. Par exemple, on voit qu'il y a toujours un tiers des gens qui sont discriminés, à peu près. Qui sont les gens discriminés? Mais ça demande des analyses spécifiques pour caractériser un certain nombre de questions. Et ça peut prendre encore des années. On sait que Vespa 1 et Vespa 2, on a produit de la connaissance pendant pratiquement 7-8 ans après le recueil des données. Oui. Donc, il y a d'abord le descriptif, là on en est là, mais après, toutes les questions qu'on peut se donner, ça nourrit encore des questions euh, pour les chercheurs. Et ce qui est quand même très important, c'est que quand même le descriptif déjà qu'on a, il est utile pour les décideurs publics, il est utile pour les associations, pour pouvoir un peu éclairer les choix qu'on doit faire, les priorités. Oui, ça nourrit vraiment les débats. C'est un peu la base, la référence, entre guillemets, sous laquelle on peut construire du plaidoyer. On va arriver à ça aussi. Encore un petit pas en arrière. Tu peux nous expliquer un peu plus dans les détails les hypothèses scientifiques qui sont, sous lesquelles était conçue cette édition de 2023? Alors, d'abord, la première hypothèse, c'est que on a des déterminants sociodémographiques. La population vivant avec le VIH est très hétérogène. Il y a des gens aisés, il y a des gens très précaires, et que tous ces déterminants sociodémographiques vont avoir une influence sur ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire le fait de bien connaître sa maladie. Ça va avoir aussi une influence sur le rapport aux soins, le lien avec les médecins et sur le vécu de la maladie, sur la santé mentale et sur la sexualité. Donc ça, c'est notre première hypothèse. Notre deuxième hypothèse, c'est que le système de santé a une influence sur le rapport aux soins et aussi sur l'impact des comorbidités, parce que, d'accord, les gens vieillissent, mais la manière dont on prend en charge ces comorbidités, elle dépend aussi du système de santé. Et puis, on a aussi comme hypothèse que le fait que la population vieillisse et qu'il y ait de plus en plus de comorbidités, ça risque d'avoir un impact négatif sur la santé, qu'elle soit physique ou mentale, et sur la qualité de vie. Quatrième hypothèse, on aimerait voir s'il y a un rôle, pas seulement de l'âge, mais aussi de l'ancienneté du diagnostic sur les conséquences du VIH. Et peut-être que ceux qui ont découvert leur séropositivité avant les trithérapies ou au début des trithérapies, ou ceux qui sont les nouveaux séropos dans les 5 dernières années, peut-être qu'ils ne gèrent pas la maladie de la même façon. Et puis, en fait, la dernière hypothèse, c'est sur tout ce qui est stigmatisation, discrimination. On fait l'hypothèse qu'on a peut-être voir une diminution de la discrimination liée au VIH, mais par contre, la reconnaissance d'autres dimensions de discrimination plutôt liées au genre, à la classe sociale, à l'origine géographique ou à l'âge. Voilà les hypothèses qui sont notre enquête. Tout à fait. Et par rapport à la construction des questions posées aux patients, il y a des questions nouvelles dans la dernière édition, mais est-ce qu'il y a aussi un changement de comment les questions sont posées? Est-ce qu'il y a sûrement une réflexion sur comment écrire ces questions? Mais dans les années de 2003 à 2023, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de marquant au niveau vraiment de l'écriture, du langage? Pour le questionnaire, tu veux dire? Oui. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que on veut toujours, c'est toujours une ambiguïté quand on fait des enquêtes transversales comme ça, répétées, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre des questions qui doivent être fixes, qui doivent être un peu toujours les mêmes pour se comparer, et en même temps, si on répète toujours les mêmes questions, il y en a certaines qui sont un peu démodées, parce que le contexte a changé. Donc il y a certaines questions qu'on enlève, on garde un faisceau commun et en fonction de là où on en est, on introduit des nouvelles questions. Par exemple, pour les HSH, on a pas mal mis de questions sur le chemsex qu'on n'avait pas à Vespa 1. Et puis, on a des questions beaucoup plus poussées sur les personnes
d'origine d'Afrique subsaharienne qu'on n'avait pas non plus encore beaucoup dans Vespa 1. Donc, parce que c'est une population où l'épidémie a augmenté. Donc, voilà. Donc, on doit trouver cet équilibre. Oui. Tout Quand à l'heure. on fait le questionnaire, d'abord, on est plusieurs équipes de recherche. Hein. Là, cette année, il y a 3 équipes de recherche qui participent, une à Toulouse, une à Lyon, une à Marseille, et les associations, le TRT5 qui est impliqué. Et le questionnaire, c'est pas quelqu'un sur un coin de table qui choisit comme ça des questions, c'est des journées, des semaines de discussion et on se dispute un peu pour dire non, ça c'est important, ça c'est important. Comme un questionnaire peut pas non plus durer 4 heures, Oui. obligé de faire des choix et donc c'est beaucoup de travail de sélection en fait. Et tout à l'heure, tu disais que du coup, la base, c'était essayer de prendre des personnes les plus... essayer de prendre cette vastité, cette hétérogénéité. Du coup, c'était au hasard qu'ils ont été choisis, les hôpitaux, etc. Du coup, on peut savoir qui on a pris dans cette enquête. Mais à ton avis, qui nous échappe des enquêtes VESPA? Qui reste quand même dehors? Alors, ceux qui nous échappent, c'est ceux qui ne sont pas suivis à l'hôpital, qui vont jamais à l'hôpital. Donc ceux-là, ils sont forcément pas dans Vespa, puisque pour être dans Vespa, il faut être suivi à l'hôpital. En principe, toutes les personnes vivant avec le VIH doivent aller au moins une fois par an à l'hôpital. Mais on sait qu'il y a quelques personnes qui ont des médecins qui sont suivis totalement en ville, mais c'est plutôt des personnes aisées. Les enquêtes qui avaient été faites là-dessus, c'est plutôt quelques personnes aisées, notamment à Paris intramuros, qui veulent pas aller à l'hôpital pour des histoires de discrétion, des gens un peu connus, tout ça. Donc cela nous échappe. Mais à la limite, c'est pas très grave. On se dit, c'est pas catastrophique si les gens qui ont moins de problèmes ne sont pas dans Vespa. Par contre, l'autre limite qu'on a, c'est sur des petites populations où il n'y a pas beaucoup de monde, où du coup on peut difficilement tirer des conclusions. Par exemple, les personnes transgenres, qui est une petite population. On va avoir moins de 20 personnes transgenres dans Vespa. Donc on ne va pas pouvoir tirer grand-chose d'un si petit échantillon. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait une enquête spécifique sur les personnes trans vivant avec le VIH, qui n'est pas l'enquête Vespa, mais qui a été faite il y a 3 ans, et pour lequel on a des résultats. On a fait avec Aide et Accept Testé, on a fait cette enquête très intéressante, mais spécifique là justement, parce que dans les enquêtes Vespa, on n'en a pas assez. Et à propos d'exclusion, on dit que les DROM aussi, c'est une autre VESPA qui est déjà commencée, j'imagine. Oui, alors c'est une autre enquête. À chaque fois, ça a été une enquête différente parce qu'il faut faire des questions quand même. Il y a des questions communes, mais il faut des questions qui sont spécifiques du contexte. En plus, les quatre DROM sont différents. Donc, du coup, on pose pas les mêmes questions dans tous les DROM. Donc, ça demande une approche un peu particulière. C'est géré on l'a préféré vraiment cette année que ce soit vraiment géré par les équipes qui sont sur place. Et donc, c'est Lise Cusin qui est basée en Martinique, qui coordonne Vespadrome et qui est encore en cours de collecte, qui a démarré plus tard par rapport à Vespa 3. D'accord. Et pour entrer aux premiers résultats que tu as pu présenter d'ailleurs à la dernière SFLS, la Société française de lutte contre le sida, et on commence par les points les points plus grands où on a plus des détails d'informations, sûrement les vieillissements, j'imagine, qu'on peut les mettre comme le point dont on a plus de détails. Est-ce qu'il y a entre guillemets du nouveau, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on réfléchissait depuis un moment? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que voilà, on voit vraiment clairement une évolution de l'âge médian. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a la moitié des PVVIH qui ont plus de 55 ans, et il y en a même un quart qui a plus de 63 ans. Donc, on voit bien que ça vieillit. Il y a Vespa 2, on était en dessous de ça. On était au moins 10 ans en dessous de ça. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle. Ça veut dire que les personnes vivant avec le VIH, elles vieillissent, donc elles restent en vie et que les traitements fonctionnent. Mais que les problèmes vont sans doute, il va falloir s'intéresser
aux problèmes liés au vieillissement et s'il y a des problèmes spécifiques. Mm. On voit aussi que c'est dans tous les groupes qu'on observe ce vieillissement. Tout à fait. Et je continue à un peu lister les résultats, comment je les ai reçus. Du coup, moins des drogues injectables. Bien évidemment, la société elle est différente. Au niveau des personnes, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, c'est plutôt stable. Voilà. Mais en revanche, ils augmentent les personnes hétéros nées à l'étranger. Oui, oui, mais alors attention, ce qui augmente, il faut faire attention quand on interprète les chiffres de VESPA, ce sont des chiffres de prévalence et pas d'incidence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation des cas. Il faut faire Hmm. une augmentation des personnes dans la file active. Donc, c'est des gens, on reflète ce qui s'est passé plusieurs années avant en termes d'infection. Donc, voilà. C'est et on parle beaucoup de nouveaux cas chez les HSH nés à l'étranger en ce moment. On ne les voit pas encore de manière massive dans Vespa 3 parce que c'est des nouveaux cas et qui sont pas encore. C'est nouveau par rapport à ce qu'avant il y en avait quasiment pas, mais ça représente pas encore un groupe à part majeur, très important, majeur dans Vespa 3. Peut-être que dans 10 ans, on les verra à part, mais pas encore maintenant. Ok, ok, ça c'est très bien le réclarifier. Euh, il y a, c'était remarqué une baisse sûrement des personnes qui vivent avec des invalidités, des problèmes de santé de ce genre, mais quand même ce nombre reste plutôt haut encore. Oui, là aussi, alors la baisse, elle peut s'expliquer parce que il y a moins de personnes qui ont été infectées par usage de drogue, qui était une population très précaire, qui était souvent sans revenus, sans emploi et qui avait des minima sociaux. Mais il y en a encore. Il y a un mélange en fait. Il y a les anciennes générations qui ont encore celle-là. Il y a des anciennes générations qui sont passées en système retraite et qui sont plus, du coup, comptées dedans. Il y a des personnes issues de la migration qui peuvent bénéficier de ça et qui ont quand même un peu fait que ça s'est pas effondré. Donc on n'a pas encore toutes les explications, mais ce qu'on voit, c'est que ça diminue, mais que c'est pas nul, hein. Oui, ça reste quand même quelque chose sur lequel travailler, un point sur lequel vous... Hmm. Voilà. Et les avancées médicales, c'était un peu, tout au début tu disais, c'est la chose plus récente qui pouvait justifier aussi le fait de refaire une autre enquête VESPA. Euh, Quel impact on peut dire par rapport justement aux nouveaux traitements, à comment ils sont connus, comment ils sont diffusés, est-ce qu'on a des données? Bah, pour le moment, on n'a pas suffisamment creusé cette question. On voit que bon, il y a très peu de gens qui sont en échappement virologique. On voit que les CD4 sont bien plus élevés que Vespa 2 et bien sûr que Vespa 1. Mais on n'a pas encore eu, parce que ça demande tout un travail dans la base de données qui n'a pas encore été fait, sur la classification des traitements, savoir quels sont les traitements qui sont reçus. On voit qu'il y a encore quand même très peu de gens qui ont des injectables. Ça représente vraiment une toute petite minorité. On aimerait regarder si, parce qu'il y avait eu des données chez les HSH immigrés, on aimerait voir si tout le monde est égal d'avoir des nouveaux traitements, mais ça va être, bon, on va voir si on peut le faire ou pas dans Vespa. C'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a des informations médicales qu'on n'a pas forcément dans une enquête qui est quand même centrée sur les conditions de vie. Et c'est pas parce qu'on va trouver que tel groupe a moins accès à un injectable qu'un autre. Si on n'a pas toutes les contre-indications euh, à ces nouveaux traitements, c'est difficile de pouvoir tirer des conclusions. Mm. C'est pour ça que c'est très difficile avec les données des VESPA, comme tu me disais tout à l'heure, d'interpréter les données parce que justement, il y a des choses qui manquent. Il faut pas généraliser parce que sinon, on va faire des fausses routes, j'imagine. Exactement. Mm. C'est pour ça que le côté médical dans Vespa est secondaire, Mm. dans le sens où il nous sert quand même à savoir si les gens vont globalement bien d'un point de vue médical ou pas. Mais on est vraiment centré plutôt sur le point de vue et les besoins des personnes. Mm.
Il y a d'autres enquêtes, l'ANRS a plein d'autres enquêtes médicales beaucoup plus précises, avec tout ce qu'il faut pour répondre à des questions médicales. Nous on tient compte des caractéristiques médicales pour ajuster les résultats, mais pas pour se centrer comme critère principal. Oui. Et venons à un point qu'il a fait plutôt débattre, le point du TASP, du traitement comme prévention. Du coup, une chose qui était étonnante quand tu as présenté à l'SFLS, c'est le fait que environ 15% des personnes qui vivent avec les VIH disent connaître le TASP. Je l'ai dit comme ça, les traitements comme prévention, les U égale U. Oui, ça c'est très étonnant. Je te laisse nous expliquer de ton point de vue. Alors, on peut se dire que les gens n'auraient pas compris la question. Alors, moi, je veux bien croire que les PVVIH ne sont pas tous méga intelligents, mais quand même s'il y en a deux fois plus que 15%, ça ferait toujours que 30%. Donc, je veux quand même... Peut-être que la question aurait pu être formulée autrement, mais ça veut quand même dire que le pourcentage de connaissance de ce concept est quand même très faible. Même s'il est peut-être sous-estimé, je veux bien entendre qu'il est sous-estimé, mais je ne peux pas imaginer que 85% des gens n'aient pas compris la question. Du coup, pour toi, voilà, il n'y a pas un problème de incompréhension de la question. Peut-être pour certains, mais quand même, je pense que le fait de répondre ça veut clairement dire qu'on ne s'est pas approprié le concept. Peut-être qu'on ne se l'est pas vraiment approprié. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui s'est approprié, qui ne s'est pas approprié. Et c'est là où, justement, on fait des analyses qui vont nous occuper encore un certain temps pour caractériser, pour trouver les facteurs associés à la connaissance du TASP. Du coup, on aura encore plus de données qui vont nous aider à comprendre comment... Alors, ce n'est pas des données, c'est des explications. C'est-à-dire qu'on va essayer de comparer ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. On va voir si c'est plutôt les gays, plutôt les migrants, c'est plutôt les riches, c'est plutôt les pauvres, c'est plutôt ceux qui vont bien d'un point de vue de santé ou ceux qui ne vont pas, ceux qui ont un emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc, on va croiser les différents facteurs qu'on a dans la base de données pour tenter de trouver qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui est associé à connaître le TASP. Et ça va nous donner des pistes pour savoir vers quelle population il faut prioritairement faire de la diffusion de l'information, de la réappropriation du concept du TASP. Parce que quand j'ai entendu de se donner et j'ai lu les différentes analyses, je suis allée solliciter France Lert qui a participé du coup aux anciens Vespa, qui était actrice vraiment de l'enquête. Et elle était, ça m'avait entre guillemets rassurée parce qu'elle est convaincue que ce donné n'est pas un donné significatif parce que pour elle, il a eu vraiment une incompréhension de la question parce qu'une personne qui vit sa vie avec les VIH et n'est pas militante associative ne fait pas forcément les liens entre les traitements comme prévention. C'est juste savoir que je suis indétectable, je ne transmets pas aux autres et ça me va. Mais les rapports avec... les liens entre ça et traitement comme prévention, ça pourrait leur échapper, mais c'est pas qu'ils ne le connaissent pas. Oui, mais quand même, je pense que quand on est séropositif, la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est quand même important. La vie affective, c'est important. Donc, on doit être quand même un peu sensibilisé là-dessus, même si on le connaît. On peut pas peut-être spontanément citer TASP et U égale U, mais si on nous le dit, si on le sait, je pense qu'on doit cocher la question pour majorité de gens. Et donc, peut-être qu'il y a une sous-estimation, mais pas tant que ça. On en a discuté dans l'équipe avec les autres chercheurs et on pense tous qu'il y a quelque chose à creuser. Et même si le 15% sous-estime, ça ne peut pas sous-estimer par 4. D'accord. Même si on double le pourcentage dû au fait qu'il y a des gens qui connaissent et qui ont mal compris la question, on passera à 30%. C'est quand même beaucoup trop peu.
Tout à Et on va fait. voir si c'est si mal compris, on ne trouvera pas de facteurs associés. Si on voit par exemple qu'il y a dans certains centres, on comprend la question, et dans d'autres centres, enfin, dans certains centres, les pourcentages sont liés au centre où on est suivi, ça voudra dire quelque chose quand même. Il y a peut-être des centres où les médecins ne le disent pas trop, et des centres où les médecins le disent. Hmm. Ça, c'est ce qu'on voudrait tester. Oui, oui, il faut absolument creuser tout ça. Ça nous aidera pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données, comment continuer la lutte après. Et des autres données qui sont quand même j'ai dit inquiétant, mais peut-être c'est trop fort, mais voilà, on s'attendait, c'est par rapport aux secrets qui restent encore par rapport à l'infection au VIH, la stigmatisation, la solitude des personnes. Est-ce que tu peux un peu plus nous détailler euh, Alors, oui, on voit qu'il y a toujours alors je me souviens plus par cœur le chiffre de gens qui le disent à personne, mais il est toujours important. On n'a pas eu le temps de comparer avec Vespa 1 et 2 parce que fallait qu'on décongèle les bases et qu'on aille regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais ce chiffre est toujours important. Le sentiment de solitude, là, oui, on voit quand même que souvent c'est 20%, parfois c'est 24%. hmm, Rarement c'est 6%. Et ceux qui n'ont pas le sentiment de solitude, c'est c'est 48%, donc c'est même pas la majorité. hmm, On n'a pas comparé avec les anciens Vespa, mais ça reste quelque chose d'important et on voudrait quand même voir si, là aussi, quels sont les groupes, quelles sont les caractéristiques qui sont associées à ce sentiment de solitude. Parce que pour les associations, c'est important. Qui il faut aider? hmm, En termes psychosocial, sentiment de solitude. Sentiment de solitude, ça ne veut pas dire qu'on est seul. On peut être seul, on peut vivre seul et se sentir très bien. hmm, Mais on peut aussi vivre dans une famille et se sentir très seul. Donc, sentiment de solitude, c'est vraiment la perception de la personne. hmm. Et donc, quelles sont les personnes qui nécessitent sans doute qu'on les sorte de cette solitude? C'est quoi les caractéristiques sociodémographiques ou de vécu? C'est ça qu'il va falloir chercher. Hmm. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle une analyse. Ça va demander du temps pour croiser toutes les variables et trouver les facteurs associés. Même si nous sommes au début, tu l'as dit plein de fois, on n'a pas toutes les données, il faut croiser des données, il faut chercher mieux. Mais pour toi, à chaud, vraiment, comme tu as reçu ces premières informations, comment qu'est-ce que tu penses qui est prioritaire en ces moments? Qu'est-ce qu'il faut, d'où on doit aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je pense que ce qui est prioritaire, c'est quand même déjà bien c'est identifier sur les besoins qui ne sont pas couverts. Donc, pour Vespa, hein, parce que je pense qu'au niveau médical, les questions médicales, elles sont quand même, en France, on n'est pas le pays le plus en retard au niveau de la prise en charge des PV-VIH. Par contre, il y a, il y a tout le soutien psychosocial des personnes, parce que la sérophobie, ça n'a pas tant évolué que ça dans la société. Donc tout ce qui va être justement en termes de, de solitude, en termes de discrimination, en termes de stigmatisation, il faut quand même bien caractériser tout ça pour trouver des pistes. Parce qu'on a fait d'énormes progrès dans les 40 dernières années en termes médicaux, mais sur le plan sociétal, on ne peut pas dire qu'on ait fait beaucoup de progrès en termes de regard sur les personnes vivant avec. Et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est presque pire qu'avant, d'une certaine façon, où il y a de l'indifférence totale. On n'en parle plus du VIH, on considère que c'est plus une maladie prioritaire. Pour les personnes touchées, c'est violent. Tout à fait. Et on se détache, on va vers la fin de cet entretien, on se détache un peu de Vespa 3, vu que tu es aussi, ta vie était caractérisée aussi par un fort engagement associatif, et les associations, tu sais bien, en ces moments, ils sont vraiment malmenés au niveau du budget, des fonds. Euh, Comment tu vois cette situation? Est-ce que tu penses qu'il faut que les associations s'adaptent pour trouver de nouvelles manières d'être financées, ou il faut aller vers une face à face plus dure? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as comme idée, comme conseil par rapport à ce point? Ben, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait déjà
un rapprochement entre les associations, les chercheurs, les soignants. Il faut qu'on arrive à être entendu, qu'on évite, parce que on connaît l'adage diviser pour mieux régner. Donc, il faut vraiment encore plus serrer les coudes dans ces instants difficiles pour pouvoir exister. Parce que c'est pas seulement qu'on dit que le VIH est plus prioritaire, mais aussi les associations de lutte contre le VIH. C'est les premières associations qui allaient au-delà d'un simple substitution de l'État à différents besoins, mais qui avaient quand même qui ont montré un rôle politique, qui ont mis en avant des problèmes de minorité, qui ont mis en avant l'homophobie, la toxicophobie, le racisme, la xénophobie, le vécu des sans-papiers, etc. Donc il s'est attaqué finalement à tout ce que la société ne veut pas voir. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans le viseur. C'est parce qu'on est un contre-pouvoir. Dans le VIH, on est tous des contre-pouvoirs. Même les médecins qui s'occupent du VIH, ils sont différents des autres médecins. Ils ont une vision, ils ont une empathie avec les patients, ils ont une façon beaucoup plus globale de travailler. Moi, je le vois personnellement quand je vois des médecins pour des comorbidités, c'est pas du tout la même ambiance que les médecins VIH qui sont finalement font partie un peu de cette large communauté VIH qui ont milité finalement avec tout le monde. Donc on représente tous ensemble un contre-pouvoir au système, et c'est pour ça qu'on veut nous réduire au silence. Et donc, il faut qu'on se serre les coudes pour montrer qu'on se laisse. Mais ce que tu disais sur les médecins qui suivent les personnes qui vivent avec les VIH, c'est très vrai, mais qu'est-ce que tu en penses des nouvelles générations des médecins qui sont en train d'arriver? Parce que cette génération de médecins qui ont accompagné 30 ans de maladie, maintenant ils vont à la retraite. Oui, mais il y a quand même, moi je vois quand même les jeunes qui vont. Alors il y a des jeunes de passage qui sont là comme ça parce que c'est dans leur cursus et après qui vont faire autre chose, donc ils ne sont pas forcément à ce qu'on aimerait qu'ils soient. Mais ceux qui s'engagent vraiment dans la carrière et qui restent ensuite, ceux-là, ils s'intègrent aussi, ils prennent nos codes. Et on se doit de le faire d'ailleurs. C'est notre rôle. On parle toujours d'éducation thérapeutique des patients, mais il faut qu'on fasse, nous, l'éducation au vécu VIH des soignants. Donc il faut qu'on leur explique. On doit transmettre aussi tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a milité ensemble au niveau des jeunes médecins. C'est aussi notre rôle. Sans être, j'allais dire, on n'est pas là pour faire la guerre, au contraire, mais on est là pour les aider et pour montrer un peu nos besoins, pour montrer qu'une bonne médecine, c'est une médecine holistique qui tient compte de tous les aspects et pas seulement des aspects techniques. Ça fait plaisir ton regard optimiste. Et est-ce que tu as le même regard sur l'international aussi? Bah, alors là, l'international, c'est la même chose, mais puissance 150, parce que c'est encore pire, parce que déjà, c'était pas flambant au niveau des conditions de travail et conditions de vie des gens, et avec avec les coupes de l'administration américaine et de l'administration française, faut pas l'oublier, parce que l'administration française est horrible avec l'aide au développement en ce moment, en termes des choix budgétaires qui ont été faits par le gouvernement, ça fait que ça va être aussi catastrophique et qu'il va falloir là aussi être unis avec, peut-être même au-delà du VIH, avec toutes les associations qui sont dans la santé. Il faut qu'on fasse face, il faut montrer que finalement c'est la santé des populations qui est attaquée. Et le monde de la santé en général n'était pas toujours, c'était le VIH qui est militant. Donc il faut qu'on transmette notre militantisme aux autres forces qui sont dans la santé. Et non pas qu'on nous réduise à des acteurs techniques au sein de la santé. C'est à nous de faire de l'entrisme avec notre regard politique qu'on a dans le VIH et qu'on diffuse ça aux autres thématiques de santé.